Très ravi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle pour une nouvelle saison des Café Presse, une émission des services de programme des Stars 21 TV qui donne la parole aux professionnels de l'information pour passer en revue les dessous de l'actualité de la semaine en Guinée. Au menu de cette rentrée de l'émission Café Presse, nous reviendrons sur la reprise des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution en Guinée et également les protestations des jeunes de Cancan contre le manque d'électricité dans la région de la Haute-Guinée, mais aussi nous parlerons du président Alpha Condé qui déplore la mauvaise qualité de l'Internet en Guinée. Pour en parler, nous avons sur ce plateau de l'émission Café Presse, Talibé Bari, directeur général du groupe de presse City FM de la République. Monsieur Bari, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Merci beaucoup. Café Presse d'Alédi. Merci beaucoup. Également avec nous dans cette émission Café Presse, Lamine Mouniouma Sissé, il est de la radio Digi FM. Merci de répondre à cette invitation. Merci à vous. Merci. Avec nous sur ce plateau également Monsieur Nou Baldé, il est administrateur général du site guinématin.com. Merci Nou Baldé d'être là. Merci Monsieur Barry. Alors, on va commencer cette émission par cette patate chaude qui désormais se trouve être entretenue dans les mains du nouveau patron du département des postes de télécommunications qui devra s'empresser à refroidir notamment cette patate. En effet, ce jeudi, à l'occasion du Conseil des ministres, le chef de l'État a déploré la mauvaise qualité d'Internet en Guinée. Alpha Condé a ensuite ordonné au nouveau ministre de fournir un rapport technique et financier au compte notamment de l'installation de la fibre optique en Guinée. Avec Talibé Bari, c'est une sortie quand même qui, pour le Guinéen lambda, c'est pas extraordinaire, mais pour un chef d'État qui désormais s'en rend compte que en Guinée, la mauvaise qualité d'Internet est une réalité. Oui, on ne peut que s'en étonner lorsque, pendant que depuis plusieurs années, malgré tous les investissements annoncés dans un secteur névralgique comme celui des télécommunications, malgré donc toutes ces annonces de financement, tout ce battage médiatique, qu'on apprenne aujourd'hui que le président s'indigne de la mauvaise qualité de la connexion Internet en Guinée. Ça veut dire qu'il y a une certaine césure, il y a une certaine cassure entre les réalités cruelles que nous vivons au quotidien, celles d'Internet comprises, et quelque part la bulle de confort dans laquelle se trouveraient un peu les dirigeants, notamment le président de la République, parce que les consommateurs, le citoyen lambda en tout cas pour nous, c'est pas une information que nous sommes, voilà, nous en souffrons au quotidien. Et ça m'amène à me poser cette question qui n'en aurait pas été une dans des conditions normales. Est-ce que le président est suffisamment informé? Mais connaissant Alpha Condé, sachant souvent à sa façon gérer certaines situations avec parfois une certaine astuce politique et politicienne, certainement il trouve que c'est le bon moment, dans un contexte de veille de la présidentielle de 2020, de soulever cette question et finalement d'interpeller qui de droit par rapport à cette mauvaise connexion. En tout cas, Lamine Mouniouma Sissé, il faut dire quand même en Conseil des ministres, pour un nouveau ministre qui vient de prendre fonction, et ça quand même, est-ce que en tant que président, on doit déplorer le fait que le service n'est pas de qualité, étant donné que c'est vous qui êtes notamment le responsable suprême qui donne des ordres, qui nomme des ministres en fonction de leur capacité? Oui, mais attendez, s'il ne déplore pas, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est pas bon, comment voulez-vous et quel est le langage qu'il doit utiliser pour faire savoir à celui qui l'a nommé pour qualifier le travail? Oui, mais attendez, non, il n'y a pas de, je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à la forme par laquelle le président de la République a exprimé toute sa déception par rapport à la qualité de la connexion. Alors, pourquoi maintenant? Oui, ça peut bien étonner, parce que depuis très longtemps on en parlait. Il y a un ministre qui était là, qui s'en foutait pas mal, ça ne dit absolument rien, Moustapha Mami Gabi. Et donc on l'a souvent dit, et nous savons, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, qu'on va parler en profondeur tout à l'heure, parce qu'il y a assez de choses. Et il a été directeur de l'ARPT, il connaît très bien l'ARPT, qui avec la connivence entre l'ARPT et les sociétés de téléphonie pour la plupart des fournisseurs d'Internet, parce que les fournisseurs d'Internet, ils sont 6-7 dans notre pays. Donc, le président de la République
Est-ce qu'il était informé? Oui, je me dis peut-être qu'il était informé. S'il n'était pas directement informé par ses services, il le lisait certainement dans les médias. Mais il a été confronté lui-même à cette préoccupation pendant cette période de Covid. Avec ses téléconférences. Il travaille souvent en téléconférence, en visioconférence avec ses pairs d'ailleurs, et même avec ses ministres et d'autres responsables de l'administration. Et on a appris plus d'une fois ça buguait pendant qu'il travaillait. Et donc il en a eu parfois marre de la connexion. Et voilà, donc il le dit. Et moi je pense que c'est ce qu'il doit faire. Le ministre doit être interpellé. Et le ministre connaissant, parce qu'il a été directeur général adjoint de la RPT, il connaît bien la maison, avant de venir gérer la GILAB. Et donc, il doit être interpellé pour trouver une solution. Alors, nous, Baldé, qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie du chef de l'État également? Je pense que c'est dans la logique de la gouvernance Alpha Condé. Il veut salir quelqu'un, il le fait. Il a peut-être rencontré des problèmes, il savait comment les régler. En tout cas, c'est surprenant pour un chef d'État il n'avait pas besoin de faire en sorte que ça soit écrit dans le communiqué de compte-rendu du Conseil des ministres. C'est fait uniquement, à mon avis, uniquement pour salir Moustapha Mami Diaby. Moustapha Mami Diaby, qu'on sait, ancien ministre qui avait clairement indiqué à des amis, d'ailleurs qui pariait, qui pariait sur sa démission, il avait clairement indiqué, laissez-moi finir s'il vous plaît, qui avait indiqué qu'il n'était pas d'accord pour un pouvoir à vie, pour un troisième mandat. Parce que Mami n'est plus ministre. Je suis en train de vous dire que c'est la méthode. Il ne faut pas permettre à nous. C'est la méthode. S'il vous plaît, vous avez votre temps d'antenne. Non, c'est la méthode Alpha Condé de salir un ancien collaborateur. Moustapha Mami Diaby a servi, l'internet n'était pas bon, jamais Alpha Condé n'a laissé transparaître son insatisfaction. On n'a jamais su que le chef de l'État... Mais le contexte est différent avec la Covid-19 désormais, parce que les entièrement d'accord, mais la Covid est là depuis 4 mois. Moustapha Mami Diaby était là. Pourquoi lui qui a géré, on ne lui présentait pas le tableau noir et on ne lui demandait pas de régler le problème. Et ça c'est parce que c'était pas un problème lié à un ministre, c'est parce que c'est un problème plus important. On sait comment les marchés sont attribués dans ce pays, on sait qu'on est dans un environnement de corruption, de détournement de deniers publics. Quelqu'un n'était pas d'accord pour un troisième mandat, il a été remercié, il faut le salir pour que l'opinion se dise il y avait une justification pour le démettre de ses fonctions. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas lié à son renvoi, il a déjà été renvoyé, mais puisqu'on sait que les Guinéens ont la capacité de rebondir, Alpha Condé ne souhaite pas qu'un de ses anciens ministres soit vu dans la foule pour manifester contre un troisième mandat. Voilà, ça donc il cherche à saluer Moustapha Mami Diaby. Mais de l'autre côté, quand c'est vrai sur cet aspect, je peux être d'accord avec nous qui voient notamment dans cette sortie comme une sorte de régler ses comptes avec son ancien ministre, mais le problème, il y a également un nouveau qui est venu, qui vient prendre fonction, notamment le nouveau ministre des Postes et Télécommunications. Est-ce que là également, c'est pas une façon de lui mettre les bâtons dans les roues, parce qu'on sait qu'en général, au sein du gouvernement, il y a des petits coups bas, ou bien c'est tout simplement décrire une réalité qui existe à Talibé Baba? Écoutez, il est évident que Alpha Condé fait mine de n'avoir jamais su que nous avions de sérieux problèmes avec Internet. Ce qui est à écarter du revers de la main, parce que forcément le président devait en savoir quelque chose. Mais il y avait que pendant tout ce temps, il était plus ou moins en relation idyllique avec Moustapha Mami Diaby, qui a été finalement débarqué, dont, disons, l'implication était jugée, en tout cas de l'appréciation des observateurs, insuffisante dans les activités politiques en faveur, par exemple, du président de la République. Et on ne peut pas ne pas donc voir dans le limogeage de Moustapha Mami Diaby une sorte de dépit ou de déception du président vis-à-vis de Moustapha Mami Diaby. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que Omar Saïd Koulibaly,
il n'est pas tombé ex nihilo voilà, à la tête de ce département. C'était lui le directeur de la GILAB. La GILAB, c'est qui? C'est la société qui commercialise l'Internet en Guinée. Donc, Omar Diaby, lui, sait pertinemment quelle est la qualité de cet Internet dont il gérait un peu la commercialisation en connexion avec l'ensemble des sociétés qui fournissent Internet en Guinée. Ça veut dire que on interpelle quelqu'un qui n'était pas ignorant de cette réalité, comme vous et moi, dans certaines profondeurs, comme vous et moi, on pouvait l'ignorer. Est-ce qu'aujourd'hui, Omar Saïd, justement, est suffisamment bien placé pour faire l'autopsie suffisamment critique et conséquente de ce secteur dont il connaît les réalités, dont il a contribué à la gestion donc des réalités? Est-ce qu'il est suffisamment bien indiqué pour faire le diagnostic d'une réalité dont le président s'agace aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et puis, bien évidemment, accessoirement, aujourd'hui, je pense que Alpha Condé... Est-ce qu'il fallait le faire en conseil de ministre? Parce qu'il y avait... Oui, non. Et surtout communiquer. C'est justement la communication. Attendez, le conseil des ministres, parce que le conseil des ministres peut-être en termes d'instance gouvernementale, en termes d'instance exécutive, peut-être c'est le meilleur endroit pour discuter d'un tel problème. Mais il y a que on ne croit pas en la sincérité de la démarche présidentielle. Voilà, c'est ça. La question se pose. Attendez, on ne croit pas à la sincérité de la démarche présidentielle, puisque vous êtes là, Monument, vous pouvez en témoigner. Combien de situations alarmantes dont le président s'est indigné dans ce pays et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont connu aucune amélioration. Donc on se pose la question, pourquoi maintenant ils estiment fortement que Alpha Condé, c'est parce que certainement il s'est brûlé la main comment dirais-je, à cette réalité, au contact de cette réalité de la mauvaise qualité d'Internet à travers ces visioconférences, puisque, comme vous l'avez dit, des visioconférences à la guinéenne entre le président et ses ministres, les problèmes peuvent se gérer entre Guinéens. Mais lorsque c'est justement en lien avec des chefs d'État de la CEDEAO ou à l'international, forcément, le président, pour moi, s'il s'indigne, c'est parce qu'il en a été victime. Alors, Monument, c'est juste sur la question de Nouin, son intervention, qui voyait en cette sortie comme une façon d'empêcher un ancien ministre de rebondir, et pourquoi pas cette velléité notamment de coups bas que pourrait faire l'objet notamment l'actuel ministre. Vous aussi, est-ce que vous estimez la forme ou la manière utilisée par le chef de l'État, un peu, voilà, parce qu'en tant que chef d'État, il y a beaucoup de manières d'interpeller ce ministre sur, voilà, il y a plusieurs cas aussi plus graves que ça en Guinée, mais dont on ne mentionne pas généralement dans le Conseil des ministres. Oui, et je voudrais vous dire que le compte rendu du Conseil des ministres est fait par le porte-parole du gouvernement. Et approchez-vous un peu du porte-parole du gouvernement. Il vous dit qu'il n'y a pas d'injonction qui lui est faite pour lui dire non, prenez ce passage, ne prenez pas ce passage. Vous pensez qu'Abakar Sylla va vous dire ce qu'il... Non, mais attendez, moi je dis... Abakar Sylla va vous dire ça? Non, je ne m'intéresse pas à ce qui ne m'a pas été dit. Parce que je lui ai posé la question, j'étais dans la même curiosité comme vous, et donc j'ai cherché à savoir comment est fait le compte rendu du Conseil des ministres. Après le Conseil des ministres, le ministre porte-parole du gouvernement, ce n'est pas que Abakar Sylla, il y a Damantan qui faisait la même chose, se replie dans son bureau, lui seul, il rédige le communiqué, et après il vient devant la presse pour rendre public le résumé qu'il a écrit. Personne, voilà, personne ne l'appelle pour lui faire injonction de prendre. Non, permettez-moi, je dis, ça c'est son intime conviction. S'il estime qu'il ne faut pas... Non, ça c'est ce qu'il t'a dit. Oui, mais comment voulez-vous que je dise c'est lui qui rédige? Non, mais vous êtes obligé de prendre d'emblée. Non, votre esprit critique vous permet. Moi, je ne l'ai pas dit pour convaincre nous qui a déjà une position figée là-dessus. Moi, je dis ce qui est.
Je dis ce qui est moi, c'est les faits que je rapporte. Ou ce qui est censé être. Les faits que je rapporte. Ce qui est censé être. Le commentaire est le ministre vous l'a dit. On s'écoute, s'il vous plaît. C'est une information. Ça vous reste 2 minutes, Mogno. Voilà. Allez-y. Non, permettez, non, il ne peut pas m'interrompre. Allez-y. On ne vous interrompt pas, c'est le débat. Mais c'est vrai, vous aussi, à votre Allez-y, tour. allez-y. Alors, donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, je suis d'accord avec nous que peut-être qu'Alpha Condé a été victime de la situation de la mauvaise qualité de l'Internet à travers Talibé, à travers les activités qu'il a menées et qui impliquaient l'usage de l'Internet, ce qui l'a amené certainement à réagir de cette façon. Réalité. Mais à dire que derrière cette réaction du président de la République, on peut lire un règlement de compte. On peut lire une intention du président de la République. Non, nous, on l'a affirmé. Il ne s'est pas posé la question. Oui, allez-y. Donc, à lire derrière cette colère, celle exprimée par le président de la République, on peut lire un règlement de compte. Et vous parlez de une intention du alors, président de la République oui. à ne pas permettre à l'autre de revenir. Mais je voudrais simplement... Oui. On va aller à la pause. On revient avec vous. Oui, Mamie ne s'est jamais affichée avec le RPG Arc-en-Ciel avant même qu'il ne soit ministre de la République. On me fait signer. Pendant qu'il était de la RPT. Si on devait le limoger depuis très longtemps. Si vous permettez, on va marquer une courte pause et nous revenons dans cette émission pour continuer avec vous, avec notamment sur ce sujet sur la sortie du chef de l'État qui déplore la qualité de l'Internet en Guinée. De retour dans cette émission Café Presse avec mes invités qui sont toujours avec moi. Talibé Barry, directeur général du groupe de presse City FM La République. Lamine Mogno Cissé de la radio Digi FM. Également Nou Baldé, administrateur général des sites Guinée Matin. Alors, Mogno, on était avec vous sur cette question et la sortie. D'accord. Je disais, que Mamie ne s'est jamais affichée avec le RPG Arc-en-Ciel. Jamais. Depuis, avant d'abord qu'il soit ministre de la République, pendant qu'il était directeur de la RPT. Ça, c'est une chose. Si on devait le renvoyer, il y a eu beaucoup d'élections. Il était ministre. Il ne s'est pas affiché, il n'est pas parti sur le terrain pour battre campagne pour le RPG Arc-en-Ciel. Et il le disait à qui veut l'entendre. Oui, mais le contexte diffère. Il n'a pas de camp politique. Le contexte diffère. Il le disait. Permettez-moi. De révision constitutionnelle en vue de ce troisième mandat. Tout ce qui n'était pas prêt. C'est important à un moment donné. N'avait pas leur place. À un moment donné, le nouveau contexte. Qu'on fasse le dépassement. Qu'on ne lit pas tout à la politique. Qu'on voit les réalités en face. Le monsieur, est-ce qu'à son temps, l'Internet était bon? Non, l'Internet n'était pas bon. En un mot. Est-ce qu'il s'est fâché avec le RPG Arc-en-Ciel? Non. Est-ce qu'il a fait de la politique avec Alpha Condé? Non, il ne l'a pas fait. Donc, de ce côté, ça veut dire qu'il est difficile de dire que c'est parce qu'il n'a pas soutenu le changement de la Constitution ou les législatives ou quoi, je ne sais quoi. Non, mais il a dit aussi, hein, voilà. Il a affiché sa position clairement. Il a dit qu'il n'est pas favorable au changement de la Constitution. Mais il n'était pas en première ligne de la campagne. Soyons sérieux dans ce pays. Il n'était pas en première ligne. Il a dit, non. Je vous dis qu'il n'a jamais été sur la première ligne de combat politique en Guinée. Non, il n'a jamais dit. Maintenant, un seul fait. En une minute. Un seul fait. Il a parlé de Guilab. C'est vrai qu'il commercialise, mais il oublie que la tutelle de la Guilab, c'est bien évidemment le ministère de télécommunications. Je vais vous donner un exemple. Par rapport à la SOGEP, le backbone. Le backbone est déployé sur toute l'étendue du territoire national. 250 millions de dollars que l'État a financé pour déployer le backbone. L'État et les bailleurs. Oui, l'État et les bailleurs. D'accord. Alors, merci pour la précision. 10 milliards pour préparer le lancement de ce backbone. Ça n'a pas été fait. Le ministre a été interpellé plusieurs fois. Il n'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que quand le backbone est utilisé, ça va faciliter. Les gens viendront se connecter sur le backbone et le débit de l'Internet est très élevé avec le backbone. Et les fournisseurs d'énergie avec lesquels certainement il devait être de connivence, qui utilisent les ondes hertziennes, seront, c'est vrai, et pourront en pâtir. Et par conséquent, c'est les sources de recettes pour le ministère, pour l'ARPT. L'ARPT qui se nourrit dans la cave du ministère. Sur le cas de l'actuel ministre, est-ce que vous pensez qui se nourrit dans la cave de l'ARPT et donc de combine contre l'actuel ministre des Postes et Télécommunications? Parce que quand même... Parlons pas de combine. Parlons pas de combine, parlons des faits. Les faits, l'Internet n'était pas bon. Qui était le ministre? C'est nouveau ça. L'Internet n'était pas bon. Il n'est pas bon. Il ne l'est pas encore. Il ne l'est pas. Qui est le responsable? C'est Mamie. Qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer
cette situation. Rien n'a été fait. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République l'a dit, quand Mami a organisé cet événement ici, comme on appelle dans son nouvel les journées numériques. Voilà, la semaine numérique. La semaine numérique. Mais c'était une déculottée pour le ministre. Il l'a dit, il l'a jeté sur sa figure, le président de la République. Mais pourquoi on ne l'a pas dit à l'époque? Et tout le monde pensait peut-être qu'il allait le limoger. Le moment est venu pour le limoger parce qu'il ne travaille pas bien. Donc pour Mami ne travaille pas bien. Ça n'a rien. Ne mettons pas au compte d'un quelconque règlement de compte. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut qu'on accepte dans ce pays de faire un dépassement. La Monument Cissé. Alors, nous, Baldé, c'est vrai que c'est sa position. Alors, est-ce que, je le disais tout à l'heure par rapport notamment à cette question de coups bas ou de combine au sein du gouvernement, est-ce que c'est pas en sorte de mettre à mal le nouveau jeune ministre dont la nomination pour quand même a suscité beaucoup d'espoir vis-à-vis notamment du chef de l'État? Parce que quand on va jusqu'à mettre ça dans le communiqué officiel du Conseil des ministres, pour moi, on pouvait zapper sur la partie et voilà, prendre les parties essentielles, mais pas insister sur ça, jusqu'à aller faire fuiter l'information au niveau de la presse. Ce n'est pas mon opinion. Je pense que c'est plutôt une aubaine pour le nouveau ministre qui se voit face à un défi, et alors que lui-même n'ignore pas tout ce qui s'est passé avant. Et quand on parle de commercialisation, quand on pense à la corruption qu'il y a eu dans l'attribution des marchés, quand on pense même au coût que nous subissons, parce que payer, c'est quand vous avez en contrepartie un service. Aujourd'hui, moi j'avais fait un post sur Facebook, vous payez, moi je l'ai fait, j'ai payé un pass à 20h45 minutes. Bon, c'est récurrent, sincèrement. Oui, à 20h45 minutes, 530 000 francs guinéens pour normalement 30 gigas. Le lendemain, c'était un samedi. Mais ça, ce n'est pas des compétences du gouvernement. C'était samedi, mais je suis en train de vous dire qu'il y a eu une corruption au niveau de l'attribution des marchés qui fait que nous, consommateurs, nous subissons. Le lendemain, à 12h45, on me dit que le pass est terminé. 530 000 francs guinéens, 30 gigas, vous allez partout dans le monde. Je suis allé à Tunis, j'ai payé 25 gigas à l'arrivée à l'aéroport, 25 gigas que j'ai consommé pendant un mois jusqu'à mon retour. Je suis revenu en mars, je suis allé au mois de février. Donc partout, tout est réglementé. Ici, c'est la corruption. Et je pense que c'est plutôt une aubaine qui permet au nouveau ministre de renégocier les choses, de relancer. Vous savez, quand on parle de marché, on parle de négociation, ce sont des dessous de table, c'est autre chose que ce qu'on nous montre. Je pense que l'inscription de ce point au niveau du communiqué de compte rendu du Conseil des ministres, peut-être a été même démarché probablement par le ministre. On pouvait en parler, on pouvait en discuter. C'est votre position. Mais le fait de l'annoncer, vous savez, tout est possible parce que nous consommateurs, on l'a su, mais mettez-vous à la place des partenaires de l'État qui savent aujourd'hui que le chef de l'État est énervé, que le chef de l'État n'est pas d'accord. Quand un ministre reçoit un partenaire qui sait, qui se fait taper du doigt au niveau du Conseil des ministres, vous savez que les termes de négociation changent. Donc, je pense que c'est plutôt une aubaine pour Saïd Oumar. Alors, vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, que nous sommes dans l'émission Café Presse pour cette nouvelle saison. Alors, on va parler à présent du FNDC après une journée de manifestation le lundi 20 juillet dernier à Conakry à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution pour exiger le départ du président Alpha Condé et de son clan, l'ère auto-bilan. Comme on pouvait s'attendre, hein, c'est la guerre des chiffres par médias interposés entre le front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé et le gouvernement à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, Monument Cissé, quelle lecture faites-vous en termes de bilan ou des réussites de la manifestation du FNDC du 20 juillet dernier? Réussite, je ne sais pas si on peut parler de réussite. Parce non, que, mais le front a ça. Oui, je n'ai pas senti grand-chose, moi, de cette manifestation. Je n'ai pas senti grand-chose. C'est vrai que, comme d'ordinaire, la route Le Prince a été paralysée. Il y a eu une vaguelette de personnes à Kaloum pour se faire entendre de façon très éphémère. On a vu la même chose, mais c'est totalement sous-estimé
de l'ambition ou sinon de la volonté qui anime les surtout au regard des points de revendication. Ceux qui ont appelé cette manifestation le départ du président de la République, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais par rapport à la réclamation, je suis d'accord avec le Front National pour la défense de la Constitution. Il faut toujours protéger, il faut se battre pour... il faut se battre contre la Constitution. C'est désormais se battre contre la Constitution. De 2010. Non, c'est se battre contre la Constitution qui a été votée le 8 mars. Qui a été votée le 8 mars par des Guinéens. Le 22 mars. Le 22 mars. Le 22 mars. Vous savez, elle a été changée, peut-être qu'il parle de la nouvelle. Le 22 mars, parce que celle qui a été votée n'a pas été votée par le Allez-y, président. Oui, j'allais en parler tout à l'heure. Et ce qu'on a appris après de cette Constitution, pour beaucoup, ceux qui ont voté pour cette Constitution, ça peut paraître comme une déception. Restons sur le front, s'il vous plaît. Oui, donc le front, nous allons rester sur le front. Le front, oui, le front continue à manifester, mais il y a eu des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour demander au front de changer de stratégie. En prenant des armes, hein, ou quoi? Parce que quand même, c'est... Moi, je suis perdu quand j'entends les gens dire qu'il faut changer. En faisant quoi en réalité? Non, c'est au front et ceux qui ont demandé au front de changer de stratégie, c'est peut-être à eux que vous pouvez demander. Mais ce que nous savons, la stratégie déroulée jusque-là par le front n'a pas donné grand-chose. N'a pas donné grand-chose. Et parce qu'au début, c'était pour la paralysie de la ville. Et après le départ du président de la République, mais ce n'est vraiment pas... Pour vous, le front s'essouffle. Non, mais ça c'est évident. Je suis au cœur de la contestation à Koza. Ouais. Je sais comment... Il faut dire que tu travailles. Ouais. Tu n'habites pas là-bas. Ouais. Oui, je travaille, mais je passe toute la journée. Et donc, je travaille toute la journée. J'y suis toute la journée. J'ai vécu toutes les manifestations politiques depuis 2010 en Guinée étant à Koza. Je sais quelles sont les manifestations qui ont pris de l'envergure, quelles sont les manifestations qui ont été les Vous êtes largement compris. Et donc, je suis le mieux placé, je suis mieux placé que tout le monde. Alors, Talibé, sur la question de la stratégie et même de la capacité du FNDC à maintenir le cap, est-ce que selon vous, tout est perdu? Parce qu'on le sait, au regard de ce qui s'est passé lundi dernier, quand même, il y a beaucoup d'interrogations en termes de suivi, en termes de capacité. Écoutez, analyser la marche du 20 juillet en ne tenant compte que est-ce que la marche ou la manifestation a pris de l'ampleur et elle a eu de la résonance à travers le territoire guinéen, ce serait réducteur de la situation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me convaincre que en novembre, décembre, janvier, il y avait plus de Guinéens opposés à un troisième mandat d'Alpha Condé qu'il n'y en a aujourd'hui. Peut-être que, au regard de ce qui se passe autour de nous, au regard de ce qui se passe à travers le monde... Sauf que ça ne se matérialise pas sur le terrain. Oui, non, laissez-moi. Pourquoi peut-être? C'est en ce moment qu'il faut interroger la stratégie des FNDC. Mais, comme le disait un leader récemment, aujourd'hui le monde entier semé de voir des milliers de personnes dans les rues de Bamako. On en a vu autant, sinon plus, à longueur de manifestations, où les manifestations du FNDC mises bout à bout ont sorti autant, sinon plus de monde qu'on en a vu au Mali. Et je suis en train de dire que vous ne pouvez pas me convaincre que ceux qui y étaient, parce que ça avait été permis à l'époque, ne redescendraient pas dans les rues si le contexte le permettait et si, bien évidemment, une manifestation était autorisée pour se dérouler. Mais ça, il ne faut pas se leurrer. Justement, le contexte, il sera ainsi. Alors, voilà, non, attendez. Le monde que l'FNDC a drainé les mois précédents, il a pu le drainer parce que c'était des manifestations autorisées et que les gens y allaient et rentraient chez eux sans qu'on compte des morts et des blessés. Par la suite, on a vu la répression qui s'est abattue sur ces manifestants. Donc, aujourd'hui, il y a ceux qui se disent est-ce qu'il faut continuer à aller manifester et après, parce qu'on risque de se faire tuer? Oui. Est-ce qu'il faut continuer à aller manifester parce qu'on risque de se faire blesser? Est-ce qu'il faut aller manifester parce qu'on risque de se faire
arrêtés, jugés et condamnés à la hussarde, comme on en a vu par le passé. Voilà. Toutes ces interrogations amènent à cette réalité que le FNDC, si ce n'est pas une manifestation autorisée, encadrée, ne vous attendez pas à ce que des milliers et des milliers de personnes se déversent dans la rue. C'est différent de l'essoufflement du FNDC, selon vous? Oui, bien sûr. Non, attendez. Le FNDC, moi je suis de ceux qui disent que c'est un état d'esprit. Le FNDC, c'est tous ceux qui, actifs ou inactifs, ne veulent pas d'un troisième mandat de Alpha Condé. Et vous ne pouvez pas me convaincre que ce monde a tari de but en blanc entre l'adoption de la nouvelle constitution le 22 mars dernier et ce 20 juillet, lorsque le FNDC a appelé à une manifestation. C'est pourquoi je me pose cette question. Est-ce que la stratégie du FNDC, justement... On va parler de la stratégie tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, j'ajoute ceci. En une minute. J'ajoute ceci pour dire que aujourd'hui, la lutte du FNDC, pour certains, puisque c'est le Front national de lutte pour la défense de la Constitution, pour beaucoup, après le 22 mars, le FNDC devait raccrocher. Non. Il a signalé le cas de cette Constitution adoptée le 22 mars, mais qui a été profanée, amputée d'importants passages qui pourtant étaient un peu le fond de commerce de cette même nouvelle constitution. Donc, par exemple, les candidatures indépendantes. Donc, aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent, de ceux qui se posent la question, nous relevons de quelle constitution? Et puisque je me pose cette question, autant que beaucoup d'autres Guinéens, régaliers et soucieux de l'image que la Guinée a renvoyée depuis que cette histoire de falsification de constitution nous a éclaté à la figure, je suis de ceux qui se disent que plus que jamais, cette histoire de falsification a redonné du sens à la lutte du FNDC. Talibé, si vous permettez, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour passer la parole désormais à nous Baldé sur cette reprise des manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Mais on revient juste après ça. De retour dans cette émission Café Presse sur la télé du 21e siècle avec toujours les mêmes invités. Alors on va à présent passer la parole à nous Baldé sur cette question de la reprise des manifestations du FNDC, mais également la capacité désormais pour le FNDC de maintenir le cap. Est-ce que le Front doit revoir la copie de la stratégie en ce qui concerne notamment le combat contre le troisième mandat d'Alpha Condé? La question est à nous Baldé. Oui, je pense que effectivement le FNDC doit améliorer sa. Est-ce que vous êtes d'accord que cette marche du FNDC dernière n'a pas, voilà, ça a été une marche capotée, hein, sincèrement? Non, je pense qu'elle a réussi. C'est vrai que pas comme celle qu'on a l'habitude d'enregistrer, mais elle a impacté la vie socio-économique du pays. Oui, par peur, mais pas parce que les gens sont mobilisés. Non, pas que. Moi, j'ai couvert, comme beaucoup de médias, Guinée Matin a couvert quand même plusieurs foyers de tension où des jeunes, on a vu, à Ouattara, à Koloma, à Hamdallah et à Dar es Salaam, où des jeunes, sous la pluie, quand même, ont tenu tête à des agents des forces de l'ordre déployés sur place. Je voudrais rappeler qu'il y a eu avant... Soyez bref, s'il vous plaît. Oui, c'est pour cela que j'ai envie d'aller sur ce rappel, qu'il y a eu avant assez de tentatives d'intimidation des leaders et responsables du FNDC. Vous savez que Ibrahima Diallo a reçu de la visite d'un pick-up de la police, Dr Ben Youssouf Keita, et beaucoup d'autres ont été convoqués. C'est Loudalin également. Et c'est Loudalin. Non, mais certains vous diront, ils ont programmé une marche depuis plusieurs semaines. Pourquoi rester à la maison et vous savez qu'à chaque fois, on vient vous encercler? Est-ce que c'est lui pouvait passer la nuit partout à Conakry s'il le désirait quand même? Vous savez, voilà, est-ce que c'est pas également... Vous savez, moi-même, j'ai échangé avec quelqu'un qui a dit, par exemple, que les leaders du FNDC peuvent aller dans n'importe quel quartier, prendre un hôtel ou habiter une villa et sortir le lendemain avec les médias. Mais j'ai dit, il y a 1001 manières de défier le pouvoir. Ce que j'ai voulu rappeler là, ce n'est pas le fait d'encercler les domiciles de ces Loudalin, d'Abdraman Sano et d'autres responsables. Je parle du fait qu'on a envoyé la police cueillir des responsables. Ibrahima Diallo, c'est quand même des gens
armés, Ben Youssouf Keïta, c'est des agents armés qui viennent dans leur quartier. Vous savez sans doute que ça fout quand même de l'anxiété, de l'inquiétude, de la peur dans les différentes familles. Et donc, il y a des responsables, vous savez, quand les quartiers bougent, il y a des responsables locaux, à la fois des partis politiques et de la société civile qui composent le FNDC. Forcément, ça doit impacter, et c'est ce qui a impacté. Je pense que... Est-ce que le front ne s'essouffle pas en réalité? Non, pas du tout, c'est tout le contraire. Je souscris entièrement au raisonnement de Talibé Bari. Aujourd'hui, plus qu'hier, les Guinéens sont motivés à se lever. Dans l'esprit, c'est pas ce qui va faire partir le professeur Alpha Condé. J'ai dit que les gens sont motivés. Ça doit être matériel sur le terrain. Les gens sont motivés, les Guinéens sont motivés. Les Guinéens sont motivés, vous en trouvez aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant, des Guinéens déterminés à tout faire parce qu'ils ont compris que sans le combat, sans les manifestations, sans les sorties publiques, ils ne peuvent pas empêcher Alpha Condé de mourir au pouvoir. Alors, désormais, je vais être un peu dur avec vous en ce qui concerne la gestion du temps. Alors, Monument, est-ce que cette guerre des chiffres avec notamment les membres du FNDC, mais également le gouvernement, on va parler désormais des victimes. Aujourd'hui, est-ce que à qui on peut imputer la responsabilité de toutes ces victimes? On a assisté également à 2 autres morts la semaine dernière. À qui la responsabilité réellement, selon vous? Bon, à qui la celui qui veut s'accrocher au-delà de son mandat constitutionnel. Oui. Parce que chacun se renvoie la balle entre le ministère de la Sécurité et le... Jusqu'à preuve du contraire. Que le gouvernement nous montre les coupables, ceux qui ont tué ces manifestants. Moi, je dis que l'État est entièrement responsable. Oui. La responsabilité, c'est l'État, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'on me dise, jusqu'à ce que je sois convaincu du contraire, comme on le dit et comme je l'entends, que ce sont les manifestants armés qui tuent entre eux. Ça peut être vrai, mais l'État a tous les moyens. Je ne suis pas en train de surestimer les moyens de l'État, mais l'État doit pouvoir le faire. Donc, de la première victime jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que Kali, le commandant Kali, qui nous a été présenté comme étant l'auteur d'un meurtre qui s'est passé à Bambeto. C'est inacceptable et c'est inadmissible. Cela ne peut nullement dédouaner l'État et s'en tenir aux déclarations qui sont faites par l'État pour jeter la balle, comme on appelle la pierre, dans le jardin de FNDC. Maintenant, très rapidement, par rapport aux manifestations. À 1 minute, oui. Oui, je peux être... Talibé a dit qu'il y a bien des gens qui ne sont pas pour un 3e mandat pour Alpha Condé. Même dans son camp politique, il y en a, on l'a vu. Peut-être les hauts responsables ne veulent pas s'affirmer. Il peut y en avoir, il y en a, c'est sûr. Mais est-ce que ça pourrait l'empêcher? Maintenant, est-ce que le problème en Guinée aujourd'hui, est-ce que les leaders inspirent confiance? Ceux qui mènent le combat. Et c'est pourquoi les gens s'amusent, les gens aiment bien comparer ce qui se passe en Guinée à ce qui se passe aujourd'hui au Mali avec les mêmes mouvements de protestation, et parce que c'est contre la gouvernance. La constitution, c'est la gouvernance au premier plan, et là-bas, la sécurité et autres, c'est aussi la gouvernance. Pourquoi ça a réussi au Mali ici, ça ne réussit pas? Et là, pour répondre à cette question, pourquoi les manifestations ne sont plus comme celles que nous avons connues par le passé? Et parce que par le passé, on se souvient, dans les temps, les manifestations étaient interdites, mais les gens s'organisaient. Évidemment, les gens étaient organisés dans les quartiers. Et je dis, je suis un témoin oculaire. Des manifestations qui sont passées, qui se sont déroulées à Conakry. Et donc, mais cela n'y est plus. Est-ce que c'est les leaders qui manquent désormais de vigueur, parlant de cette confiance, de stratégie, d'inspiration, ou ces leaders n'inspirent plus confiance? Parlant de cette confiance, Talibé, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on a vu cette guerre à l'interne du FNDC dernièrement par rapport à la gestion de la manne financière, on a vu des frustrations à l'interne. Est-ce que tout ça n'a pas zappé un peu les ardeurs du FNDC? Non, écoutez, moi je pense que le FNDC, la légitimité du combat du FNDC, elle est intacte, elle est inébranlée et inébranlable jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire, le FNDC se bat contre. C'était en 2 tranches. Oui, mais attendez, monsieur, en 1 minute, attendez, se bat contre une nouvelle constitution, se bat contre un 3e mandat. C'est pourquoi vous comprenez? Non, vous savez, monsieur Monument, vous parlez peut-être, faites allusion au Mali. Non, mais non, certainement. Il y a des discussions. Non, puisque avant même le Mali, il y a des discussions. Non, vous faites un appel du pied par rapport au cas malien. Parmi ceux qui manifestent, le M5, il y a des anciens ministres. Oui. L'imam Diko, il a soutenu Ibeka dans sa campagne. Mais le Malien
peut-être est davantage conscient qu'il s'agit d'une cause nationale. Oui. Le deuxième cas, c'est que le Mali n'est pas dans une situation de division ethnique sur fond politique, comme c'est le cas en Guinée. Non, je ne suis pas... Non, attendez, c'est indiscutable. Je veux pas vous être... Deuxièmement, non, sur la FNDC, je suis en train de vous dire, c'est leur personnalité. en termes de je vous dis, les Guinéens aujourd'hui, mais je vais vous dire, pourquoi ce n'est pas la crédibilité de ceux qui sont devant qui est la question importante. Ceux qui sont devant, ils se battent pour que Alpha n'ait pas un troisième mandat, mais ils ne forceront pas les Guinéens à voter, d'Alain à voter, c'est nous. Les Guinéens seront libres lorsque il sera acquis que Alpha n'est pas candidat, de voter pour quelqu'un d'autre qui ne soit ni Sidia, ni Seloudal. Ça c'est maintenant, pour ce qui est de la stratégie. Des comportements douteux qui ne sont pas de nature à... Oui, mais est-ce que... Non, vous savez, monsieur Monument, vous savez, en 2010, Alpha était bien placé pour montrer du doigt les mauvais gestionnaires qui étaient, selon lui, c'est Seloudal et Sidia Touré. Mais après 10 ans aujourd'hui, après 10 ans aujourd'hui, en termes de gouvernance, le régime actuel n'est pas le meilleur élève en termes de gouvernance. Maintenant, pour en termes en termes de stratégie, je me pose la question, est-ce que la bonne stratégie des FNDC était de mettre tous ses œufs dans le panier de la lutte contre le référendum et la nouvelle constitution, alors que même Damaro l'avait dit, même si c'est un seul Guinéen qui votait, Alpha se doterait d'une nouvelle constitution lui permettant d'aller donc d'être en situation d'être candidat à un troisième mandat. Est-ce que donc il fallait tous les sacrifices consentis, les efforts, la démarche de l'énergie contre la nouvelle constitution, est-ce qu'il allait en faire, il fallait en faire économie pour que, pour attendre Alpha, au tournant, ou à la veille de l'élection. Non, par rapport à la gestion des fonds, est-ce que la gestion, nous, Baldé, la personnalité, l'organisation au sommet de est-ce que le fait le débat doit être... Non, s'il vous plaît, on va s'écouter pour le respect des j'avais voulu m'interroger sur la stratégie de la FNDC. Alors, nous, Baldé, est-ce que cette question de dissidents à l'interne ou de cris, voilà, à l'encontre notamment de Sano par rapport à la gestion des fonds, est-ce que tout ça n'a pas décrédibilisé aujourd'hui le FNDC? Les gens se sont rendus compte, ce sont des gars qui se battent plutôt pour leur compte que pour le peuple de Guinée en réalité. Aucunement, je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais je suis d'accord que le FNDC doit changer de stratégie. Vous savez, il y a des gens qui manifestaient là depuis 2012 contre Alpha Condé et qui ont aujourd'hui rejoint le gouvernement de Alpha Condé. Je pense à Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse. En une minute. Je pense à Abakar Silla et à tous ceux qui ont fait des va-et-vient entre la mouvance et l'opposition. Vous savez, quand l'opposition demande ou le FNDC demande à ses partisans de sortir, il y a quand même des structures organisées au niveau des quartiers. Tout est planifié. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas suffisamment médiatisé, mais il y a des gens dans les quartiers qui sont réprimés, qui sont emprisonnés, d'autres qui sont effrayés. Ce qui veut dire que ça n'a rien à voir avec la crédibilité du FNDC. Et un troisième groupe qui est récupéré et qui a rejoint... c'est une bonne guerre. Oui, je vous parle de ça. Chacun utilise sa stratégie, sincèrement. Je suis en train de dire que le flottement que certains ont dû remarquer, je pense, à mon avis, est lié un peu à cette installation au niveau de la base, malheureusement, notamment dans la commune de Ratoma. On est un peu pris par le temps. Alors, à présent, on va parler des Cancans. Malgré les tentatives de médiation des sages, des jeunes étaient de nouveau dans la rue à Cancan pour protester ainsi contre le manque de courant dans la région de la Haute-Guinée. Contrairement aux précédentes manifestations, cette manifestation s'est soldée par un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants. L'ami de Moyo Sissé, un autre défi pour Alpha Condé dans son fief, des jeunes de Cancan ne décolèrent pas. Oui, défi oui, de maintenir le calme, la stabilité, la sérénité. Non, défi en termes de bilan, voilà, parce qu'on a passé 10 ans de gestion et que dans son propre fief, qu'on continue à protester. Les manifestants dénoncent de fausses promesses. Et voilà, ça quand même, c'est un défi. La question posée ne peut pas être répondue en ces termes. Une minute. Défi, c'est par rapport à la grogne qu'il y a aujourd'hui à Cancan. Quoi faire
par Alpha Condé pour atténuer ou pour calmer cette grogne. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la gestion, et ça, les manifestants l'ont dit, cette gestion elle peut être questionnable. Si pendant 10 ans, ils n'ont pas le courant, ils n'ont pas d'eau, ça veut dire que dans ce domaine, pour les cancancas, ça n'a pas marché. Et c'est sans équivoque, ça, on est d'accord pour les cancancas. C'est pour la plupart des raisons. Non, je ne parle pas des autres raisons. Moi, je parle. Non, mais la question, elle est. Je vous rappelle, juste. Non, mais la question, elle est toute simple. Comment par extension vous pouvez aller. Si vous voulez que nous faisions par extension, il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais on reste sur cancan. Je suis parfaitement d'accord avec ces gens. Non, la revendication, elle est légitime. Et moi, je suis contre ceux qui parlent de manipulation. La manipulation, il y a eu manipulation. Si la manipulation a réussi, c'est parce qu'il y a un fait. Le fait, c'est qu'il n'y a pas de courant. Le fait, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Le fait, c'est qu'on a promis à la population. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Mais également, on leur a promis. Qu'est-ce que justifie? On leur a promis qu'on va leur donner. Justement, pour gagner un temps, ouais. Qu'est-ce que justifie cet argument à bras raccourcis des cadres du RPG Arc-en-Ciel qui pointent l'opposition et qui pensent que ce sont des... Oui, mais... Si l'opposition parvient jusqu'à manipuler les militants du RPG à Cancan, ce qui veut dire Alpha n'a pas la main sur quoi que ce soit, désormais, politiquement. Non, oui, mais c'est justement, on entend, il peut y avoir peut-être la manipulation de la part de l'opposition. Il peut y avoir, à Cancan. Ah oui, mais attendez, c'est de bonne guerre qu'il est l'instabilité, il est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Cancan, c'est le bénéfice politique qui en tire, c'est l'opposition. Mais je dis bien, si l'opposition réussit à manipuler, c'est parce qu'il y a un fait qui est là. Donc l'opposition se fonde sur un fait pour pouvoir manipuler les populations et c'est de bonne guerre. Maintenant, ceux qui s'agrippent exclusivement sur le cas manipulation pour espérer calmer la grogne à Cancan se trompe. Ouais. Et c'est ce que Talibi a fait malheureusement. Parce que la réalité, et c'est à la suite de son intervention que les choses se sont empirées. Et parce que les gens ont pensé que Talibi ne partage pour finir, pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire, cette prise de conscience soudaine des jeunes de Cancan? Oui, parce qu'ils ont été, on leur a plusieurs fois dit, et justement, et peut-être il y a quelqu'un qui est venu quelque part qui leur a dit qu'on va vous proposer, on va venir vous tenir le même discours. Ce que je conseille, ce que je conseille, en une minute. Oui, en une minute, ce que je vais conseiller, je dis bien que la réclamation, elle est légitime. Oui. La réclamation, elle est légitime. Mais ce que je conseille aux jeunes, c'est de ne pas personnaliser. Le problème, c'est Alpha Condé, ce n'est pas un cadre. On va passer la parole à Vous ne pouvez pas dire à un cadre de donner le courant. Vous ne pouvez pas dire à un cadre de donner de l'eau. C'est le président qui peut donner le courant. Sur la question du courant, il faut rappeler quand même qu'il y a eu des hauts cadres de l'administration qui sont partis pour tenter de calmer les ardeurs des jeunes de Cancan, notamment le ministre de l'administration du territoire. Il y a également le ministre de la Défense. Non, il n'est pas parti pour calmer les ardeurs. Oui, ce n'était pas dit officiellement. Mais finalement, il n'a pas pu permettre la précision dans cette émission. Comment est-ce que vous expliquez tout cela en une minute? On est assez pris par le temps. Chaque fois qu'on promet, qu'on ment à quelqu'un et que la personne se rend compte. Vous savez, avant ces cadres-là, il y a le Premier ministre qui avait, reçu et qui a annoncé que c'est le Chinois qui est mort. Ouais. Mais je pense que ce qui se passe là traduit justement l'envers de la médaille de la gouvernance Alpha Condé. On a toujours fait croire que... Tout est rose. Voilà, effectivement. Et là, les gens se rendent compte qu'on est à quelques petits mois de la fin du deuxième et dernier mandat du président. Quelques cadres font croire qu'il y aura un troisième mandat. Les jeunes qui sont cultivés et qui s'informent très bien se rendent compte que ça ne marchera pas. Parce que même parmi ceux qui crient troisième mandat, il y en a qui sont totalement opposés et qui, le moment venu, vont sortir rejoindre sans doute les autres citoyens. Donc les jeunes ont forcément profité de cette occasion pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait le barrage avant qu'on fasse quoi que ce soit. Je dois rappeler quand même que jusqu'à maintenant, les jeunes exigent qu'il y ait ce barrage avant le moindre meeting politique à Cancan. Talibi, et ça concerne toute la Haute-Guinée. Il y a cette information parce que les jeunes de Cancan, à travers les différentes associations des jeunes de la région, entament notamment faire une réunion au cours de laquelle pour exiger désormais l'électrification pour toute la Haute-Guinée. Est-ce que ce n'est pas une menace pour le fief politique d'Alpha Condé à l'approche d'une élection présidentielle quand même qui table sincèrement le chef de l'État? Écoutez, ces jeunes de Cancan, même s'ils souffrent de la même mauvaise qualité de la connexion Internet, ils se connectent. Ils voient ce qui se passe partout à travers le monde. On a un octogénaire qui, dans les années 90, s'était présenté comme étant le messie, le porte-flambeau de la démocratie, qui, à plus de 80 ans, veut
mourir au pouvoir. Dans un contexte où, en Europe, la plupart des présidents arrivent à peine à terminer leur premier mandat. Donc, il veut s'imposer pour mourir au pouvoir. Et, comme Monument l'a dit, il y en a au sein du RPG qui sont contre une candidature d'Alpha Condé parce qu'elle met à risque non seulement leur avenir à eux, mais aussi, si la situation venait à connaître un bouleversement incontrôlable, ce sont les classiques actuels du pouvoir qui vont perdre. Et alors donc, je suis en train de vous dire qu'il y en a aujourd'hui, j'en suis convaincu, j'en mettrai ma main au feu, qui sont peut-être même au gouvernement ou à des postes de directeurs qui sont en train de souffler sur les braises à Kankan, puisque ce n'est pas qu'à Kankan. Il y a Mandiana, il y a Kerouani, il y a Kouroussa. Ça veut dire que, monsieur le Président, ressaisissez-vous, partez dignement, parce que vous n'avez pas besoin d'un troisième mandat, les Guinéens n'ont pas besoin d'un troisième mandat. Et donc aujourd'hui, Alpha doit comprendre ce message, parce que je suis extrêmement convaincu que si la contestation du troisième mandat s'amplifiait, non, je vous dis, non, monsieur. Alors, malheureusement, chers confrères, malheureusement, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Café Presse sur la télé du 21e siècle. Est avec moi sur ce plateau Talibé Barry, directeur général du groupe de presse Cité FM La République, Lamine Mouniou Sissé, directeur de la radio ou directeur adjoint de la radio Digui FM, également Nou Baldé, administrateur général du site Guinée Matin. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine avec d'autres spécialistes de la plume et du micro pour passer en revue l'actualité de la semaine en Guinée. Merci pour votre aimable attention. Surtout, restez sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.